Hello! Alors, on fait une petite intro aujourd'hui parce qu'on a eu quelques soucis lors du recording avec notre invité du jour. Notre invité du jour qui est Julien Espagnon. Et en effet, les petits soucis, c'était des soucis techniques avec le son principalement, alors qu'on expliquait pas mal de choses intéressantes, notamment le sujet principal, un des sujets principaux de ce podcast, qui va être le plotter, axe hydro, dessiné avec des robots. Et on répondait notamment à une question qui aurait pu servir pour l'interview. Qu'est-ce que c'est qu'un plotter? Ouais, du coup, pour résumer, un plotter, c'est un robot dans lequel on va donner des feutres, des crayons, etc. Et il va dessiner en fait l'algorithme qu'on avait écrit sous forme de ligne. Et voilà, et donc notre invité Julien Espagnon est vraiment spécialiste du domaine. Yes, il adore ça. Vous allez voir, son travail, il est ultra inspirant et puis il est quand même extrêmement expert du sujet. Donc, si ça vous intéresse, vous allez adorer cette interview. Et on va profiter aussi de cette intro pour quelques Bah, news par rapport à tes cartes. Exactement, on va essayer de mettre, donc c'est la rentrée, on est super content, on va essayer de mettre un bon rythme dans notre podcast. Hmm. Et voilà, on est en live à chaque fois sur Twitch et on reposte ensuite environ 2 semaines, 3 semaines après sur YouTube. On espère que le format vous convient. Si vous avez des artistes auxquels vous pensez qu'on peut interviewer, n'hésitez pas, on est toujours à la recherche d'artistes. Yes, envoyez-nous un message sur Twitter, envoyez un message à tes cartes sur Twitter aussi. Bref, on est dispo. En lien, en commentaire, Yes. si vous voulez. Et merci beaucoup. Désolé pour l'intro un peu longue. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et Julien. On vous laisse. Ciao! Et on est en train d'expliquer ce que c'était qu'un plotter. Et principalement, quand on va parler plotter, nous, dans ce live, dans ce podcast, Ouais. on va plutôt parler de Axe Hydro, je pense, qui a une marque qui fait des robots. Il y en a en A4, il y en a en A3, il y en a même en plus grand format, en A2 et A1. Personnellement, je ne les ai pas touchés, mais j'aimerais bien un jour. Et je t'aurais bien introduit, perso, en tant que plotter artiste. Mais sur ta bio Twitter, il me semble que tu es un classique générative weirdo. Du coup, comment tu définirais toi aujourd'hui? Alors ouais, c'est vrai que j'avais oublié cette description sur Twitter. Ça, On l'a c'était... Ouais, si je me souviens bien, ça, c'était venu au tout début J'explique la petite histoire de ça, le classique Generative Weirdo. C'était venu au tout début de Ikenunk. Je me souviens l'année dernière, en mars dernier, et je sais plus qui avait sur Twitter fait une sorte de classification des différents artistes sur Twitter en assimilant en plotter artiste, classique Generative Weird, IA, etc. Et je m'étais retrouvé dans cette catégorie, alors je ne sais plus pourquoi. Donc, et j'avais complètement oublié que j'avais changé mon intitulé à ce moment-là. Mais c'est vrai que finalement, ça serait plus dans la catégorie plotter, qui est l'activité qui me passionne le plus et sur laquelle je suis vraiment beaucoup plus actif vis-à-vis de la création artistique. Donc voilà, ce sera peut-être quelque chose à changer par la suite. Ouais, du coup, c'est ça. Et toi, tu te décrirais comment maintenant toujours plotter artiste, ça te va bien ou tu aurais une autre façon de te décrire? Je pense que plotter artiste, c'est très spécifique. Je pense que ça correspond pas mal, mais c'est vrai que c'est pas 100% de mon travail. De manière générale, je préfère parler d'artiste génératif. Parce que dans les différents médiums, que ce soit numérique, plotter, etc., le point commun, ça va être l'art génératif. Après, je pense que l'outil, c'est plus une spécificité, mais qui peut être différent en fonction des projets ou des idées, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément réalisables au plotter, donc sur lesquelles je vais plutôt travailler numériquement, même s'il peut y avoir des impressions faites à côté, par exemple. Mais voilà, peut-être plus artiste génératif. Ok. Et d'ailleurs, en parlant de ça, et je trouve que c'est une bonne transition, mais il y a un mois, tu as sorti il y a un mois, quasiment un jour pour jour, presque. Tu as sorti la seconde version de Fairy Cell, qui était une série que tu as sortie sur FXH. Et la première version, justement, mêlait Generative Art, mais plotter, et en même temps, tu avais le côté digital, vu que tu les as mis en ligne sur FXH.
Fixage, qui est une plateforme de NFT basée sur la blockchain Tezos. Et ouais, tu peux nous en parler de cette première série, notamment parce qu'on parlait de Plotter et Generative Art. Ouais, du coup pour la première série, donc Fairy Sales 1, en fait j'avais vraiment envie d'essayer cette plateforme Fixage qui était donc quand j'ai sorti ce projet c'était en janvier, mais elle était sortie depuis novembre il me semble, octobre-novembre. Et je trouve que c'est vraiment une plateforme qui se prête à l'art génératif pour le coup, ou l'art génératif de manière générale. Quand on travaille, donc il y a la partie d'écrire l'algorithme, mais un gros travail après va être la génération des outputs, des sorties. On peut en générer voilà, des dizaines, des centaines, avec un travail derrière de curation. On va choisir voilà, celui qui nous plaît le plus, qui nous touche le plus. Et FXH a cette particularité de on connaît l'artiste lui-même ainsi que l'acheteur ne va pas connaître la sortie. Donc, ce qui fait que côté Kinder surprise un peu. c'est ça, mais qui est vraiment du coup quelque chose qui s'y prête vachement. Donc, ça change aussi la manière de travailler son algorithme, parce que du fait qu'on n'est pas une première en tant qu'artiste, on n'est pas la main dessus sur la sélection de ce qu'on veut partager. Il y a un vrai travail autour de l'algorithme à faire en sorte que voilà, chaque génération soit quand même qualitative. Et du coup, je m'étais essayé à ce projet et en tant que artiste qui aime bien utiliser le plotter, je me voyais mal faire sortir un projet qui n'implique pas le plotter. Donc, j'avais travaillé mon algorithme de manière à ce que ce soit réalisable au plotter, ce qui fait que l'image peut être exportée par la suite en SVG. Peut-être qu'on reviendra un peu plus tard sur l'aspect technique des fichiers, tout ça. Et c'était aussi doublement un challenge du fait que ces plotters-là étaient en couleur, qui est aussi sortir un peu de ma zone de confort, parce que de manière générale, je travaillais plus le plotter en noir et blanc, donc avec un seul type de stylo pour l'ensemble du dessin. Donc là, ça impliquait d'avoir plusieurs couches différentes pour chaque couleur, comprendre comment faire des aplats de couleurs, etc. Et quand tu parles de couleurs, là, tu les as fait en Posca, il me semble, non? C'est ça. Donc, j'ai difficulté parce qu'il n'y a pas assez de pression avec le robot. J'ai pas choisi la meilleure technique. Je pense que c'était une des meilleures techniques pour le rendu que je voulais avoir. Ouais, parce que c'est quand même super beau. J'ai mis à plat très uniforme, mais ça impliquait à côté pas mal de contraintes techniques. Et t'en as imprimé combien de... J'en ai pas imprimé j'en ai imprimé 6 ou 7 sur ceux qui ont été mintés, sans compter voilà, tous les tests que j'avais fait. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que, vu que le projet, tu dis que tu l'as conçu dès le début avec l'idée de faire du plotter en même temps que de faire du NFT, en fait, du digital, cette conception, le fait que tu aies conçu ça comme ça, est-ce que ça a beaucoup bougé la DA? Est-ce que tu t'es un peu plus limité en termes de couleurs, par exemple? Parce que c'est une série très colorful. Mais voilà, est-ce que justement les contraintes techniques du plotter ont fait que tu t'es aussi un peu plus limité dans cette première alors, dans les NFT? Limité forcément, mais après, je ne l'ai pas ressenti comme une limite parce que dès le départ, ce projet-là, je l'avais un peu en tête, dans tous les cas, pour que ça soit plotable. Donc, je l'avais travaillé de manière à ce que ce soit réalisable et pour moi, je ne l'avais pas vécu comme une contrainte. Et surtout que c'était un projet qui était sous une autre forme déjà auparavant. Ça faisait bien 6-8 mois que j'avais commencé un peu à expérimenter dans ce sens-là, avec ce genre de forme et ce genre de palette. Et là, c'était un moyen pour moi de le rendre un peu plus concret. Donc, j'avais déjà une palette qui était créée quand je m'étais décidé à faire ce projet-là. Et je suis venu en rajouter 2 autres pour le côté fixage. Je savais qu'il allait y avoir pas mal d'éditions.
Donc voilà, pour varier un peu les palettes. Mais bon, effectivement, ça m'a contraint sur, je pense, le nombre de couleurs déjà, mais qui au final était aussi une bonne chose. Enfin, je sais que Un choix graphique aussi. de manière générale, dans ma pratique, je fonctionne beaucoup aussi par la contrainte. C'est quelque chose qui me plaît vachement. Ça permet d'aller plus, entre guillemets, de te limiter tout ce que tu peux faire et d'aller droit au but dans une île. C'est ça. Et puis, je trouve que dans l'art génératif, c'est aussi quelque chose qui, enfin, pour moi, est assez important parce qu'on a vite fait de partir un peu dans tous les sens, du fait que, voilà, en modifiant quelques paramètres, en voulant tester quelque chose, on ouvre différentes portes. Ce qui est hyper intéressant et ce qui a transformé aussi pas mal de mes projets. Mais de base, j'aime bien me poser quelques contraintes, quoi. Ok. Et ensuite, ce que je disais, il y a une version 2 à Ferricel qui est sortie il y a un mois. Et celle-ci, par contre, tu as viré l'idée du plotter et tu t'es focus que sur le côté digital et NFT au final. C'est ça. Parce que donc, suite à Ferricel 1, j'étais revenu un peu au traceur et j'avais commencé à mettre en place un algorithme qui me permettait de faire, de réussir en tout cas à faire quelque chose sur lequel j'essayais de travailler depuis plus d'un an, sur les intersections de formes. Et, et donc j'avais commencé ça au plotter. Donc à travailler, j'ai quelques projets à côté, voilà, qui tournent autour de ça. Et j'avais encore une fois essayé de commencer à travailler ça au feutre, mais voilà, cette fois-ci en travaillant sur beaucoup plus de couleurs, des palettes beaucoup plus riches. Et en fait, il s'avère que c'était un peu compliqué dans le côté expérimentation. Et je me suis dit, bah tiens, je vais abandonner le plotter pour le moment. Et je vais pas me remettre cette contrainte de la couleur, histoire voilà, d'ouvrir un peu cet aspect voilà, voilà, de palette plus large. Et ce qui fait que j'en suis venu du coup, à me concentrer que sur la partie numérique en me disant, bon, je pars sur le principe que ça ne sera pas possible à faire au traceur. Je ne me mets pas cette contrainte-là et voir comment ça va évoluer, quoi. Et donc, on est venu voilà, ce deuxième projet qui n'était pas, à la base, c'était pas censé être un Ferry Sales 2, mais je trouvais que au fur et à mesure de l'évolution du projet, j'étais vachement revenu sur ce côté, voilà, sur ces formes qui rappelaient le premier projet. Je me suis dit, bah, tiens, ce serait marrant d'avoir un projet qui fasse écho au premier, mais qui soit voilà, une sorte d'évolution et, euh, et qui, je trouve, faisait un peu sens aussi avec le titre, l'univers de la cellule, voilà, cette chose un peu évolutive du projet, quoi. Et justement, ça faisait comme la suite au sens où tu avais utilisé le système de réserve de FXH. Est-ce que tu peux nous parler de ce que c'est le système de réserve de FXH et de ton ressenti par rapport à cette feature? Ouais. Alors, ce système de réserve qui a été mis en place pour la nouvelle version de FXH il y a 3-4 mois maintenant, qui je pense a été premièrement, enfin, un système qui a été mis en place de manière à sauvegarder un peu Pour laisser des spots aux collectionneurs ou aux fans qui suivraient ton travail ou à des gens pour qui tu veux leur laisser une chance d'avoir accès au projet s'ils ne sont pas devant leur écran le jour où tu appuies sur le bouton OK, c'est dispo. C'est ça, parce que c'est vrai qu'on a sur l'univers des NFT, il y a un peu cette problématique ou pas, mais bon, je le vois plus un peu comme une problématique où lorsqu'un projet qui est très attendu sort, 5 secondes, enfin la minute d'après, toutes les éditions sont parties. Ça bloque vachement, même si on est là la seconde, ça m'est arrivé d'essayer d'appuyer sur Mint et impossible d'avoir le projet. Peut-être à cause de questions de bots ou autre. Et cette notion de réserve, je pense qu'elle a été mise un peu en place pour ça, de manière à pouvoir laisser des spots disponibles soit à des collectionneurs qui nous suivent depuis un moment, à des amis, même pour les artistes, parce que c'est vrai que quand FXH est sorti, il y a des artistes qui se sont retrouvés à devoir racheter en marché secondaire leur propre projet parce qu'ils n'avaient pas pu minter eux-mêmes leur édition. Donc là, ça permet aussi de pouvoir s'en mettre de côté. Donc moi, j'avais fait ça pour le Ferry Sales 2. J'avais mis
automatiquement une réserve pour les collectionneurs de la première édition. Voilà, parce que moi, je trouvais ça assez normal de le faire. Alors, je pense que ça a plutôt bien marché de faire ça, mais c'est vrai que c'était peut-être un peu beaucoup trop de spots réservés. Tu avais mis combien de spots pour combien de... sur une base de combien? Ouais. Bah, du coup, l'édition de Fairy Sales 2, je l'avais mise en 500 exemplaires, 500 éditions. La première était à 365, ce qui fait qu'il y avait 365 spots sur... Enfin non, moins, parce qu'il y avait des collectionneurs qui en avaient plus, qui avaient 2 ou 3 Fairy Sales 1. Donc je crois qu'on tournait autour de 240, 250 spots. Ouais. Donc presque la moitié, quoi. Ouais, ça fait pas mal en effet. Donc voilà, donc quand j'ai sorti le projet, les spots ouverts sont partis très très vite. Et les spots en réserve donc, sont partis voilà, les jours suivants, mais pas tous, hein, parce que je pense que tout le monde n'a pas forcément suivi ou vu qu'ils étaient sur une liste de réserve. Donc voilà. Après, ça pose, est-ce que c'est peut-être plus intéressant de faire ça manuellement, comme le font certains, de demander sur Twitter ou sur autre plateforme qui est-ce qui souhaite être sur la réserve liste. Ça fait peut-être moins de réserves ou pas, je sais pas. Mais au moins d'être sûr que des gens le il y a un prendront. peu d'expérimentation autour de la feature pour trouver la bonne manière de l'utiliser quelque part. Voilà, c'est ça. Mais bon, je pense qu'on est dans ce côté expérimental depuis le tout début des NFT, donc il y a maintenant plus d'un an et demi, hein, mais enfin, en tout cas sur la plateforme Tezos. Et c'est ce qui est intéressant aussi, quoi. Et du coup, Fairy Sale 1, Fairy Sale 2, il y en a un troisième ou pas? Alors, je pensais m'arrêter au deuxième, mais je pense que j'avais continué à travailler un peu dessus de mon côté sur le projet à partir de la base de Fairy Sales 2. Et on est sorti des choses qui me plaisaient visuellement assez. A priori, ça devrait être. J'avais communiqué un peu dessus, mais je pense que ça va être un truc qui va sortir, mais qui serait plus sous forme de cadeau pour les collectionneurs de Fairy Sales 1 et Fairy Sales 2. Ok. Parce que je trouve ça assez important aussi. Il y a pas mal de gens qui soutiennent le projet, donc en achetant les choses depuis Fairy Sales 1, même avant. Et puis voilà, je trouve que c'est quelque chose qui me fait plaisir. Et même sans vouloir les vendre, je trouve ça intéressant juste de le sortir sur FXH pour ne pas être que moi de mon côté à sortir les outputs. J'en fais 20, 40, mais c'est vrai qu'après, je commence à en avoir un peu trop vu. Donc je trouve ça aussi cool de pouvoir sortir un projet, de découvrir par moi-même. Yes, d'avoir le côté Kinder Surprise pour toi. Donc a priori, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler là pour clore ce projet. Ok. Qui serait un peu la fin de l'histoire. Du chapitre Fairy Sale. Et il y avait un autre projet aussi qui nous a bien plu et qui était en exposition sur Paris il n'y a pas très longtemps. C'était une collaboration avec une photographe qui s'appelle Florence Cardanti. C'est ça. Et en gros, si jamais je peux me permettre de résumer le projet, tu as travaillé à partir de photos et utilisé ton robot pour dessiner au-dessus des photos. Alors, oui, c'est ça. En gros, ce projet-là, c'est un projet sur lequel on bosse avec Florence depuis maintenant presque 2 ans. Enfin, il y a 2 ans, on a commencé à voir qu'on avait pas mal de notions en commun sur le côté un peu minéralogique, très organique. Enfin, elle faisait beaucoup de photos de pierres, de choses comme ça. Et c'était le moment où je travaillais un peu aussi sur le côté génératif, sur avoir des formes un peu rocheuses, un peu voilà, naturelles. Et on s'était dit que ça serait sympa de mélanger ces deux pratiques pour faire un projet commun et voilà, entre deux pratiques artistiques. Et du coup, ça fait 2 ans qu'on a commencé. On a expérimenté pas mal de choses sur différentes techniques d'impression. On avait commencé à travailler autour du cyanotype, d'autres techniques d'impression photo, etc. Et puis on s'est dit, finalement, en fait, ce qui serait cool, c'est de mêler vraiment les deux choses qui nous tiennent à cœur, donc elle, la photo, et moi, le plotter, et de travailler autour de ça. Donc, ce qu'on avait commencé à faire, c'était elle qui imprimait voilà, ses photos sur papier.
Donc, on avait choisi voilà, du papier assez fin, papier japonais, des choses qui allaient un peu à l'encontre de la forme de la pierre. Et moi, je générais des visuels. Et en fait, donc je récupérais ces photos, je dessinais directement dessus. L'idée étant d'essayer de faire vivre la forme par-dessus sa photographie. Mais on ne connaissait pas forcément ce que ça allait rendre. Donc ça, c'est ce qui a été exposé. Et donc, ça, on a travaillé dessus l'année dernière. Et depuis, j'ai commencé à développer un petit outil pour qu'on travaille ensemble, où Florence peut importer des photos. Et tout de suite, j'ai ma forme générative qui va venir se poser sur cette photo-là. On va pouvoir, voilà, avec des curseurs, enlever, rajouter de la matière pour faire vivre la forme générée sur sa photographie. Et à partir de là, donc je vais exporter le SVG d'un côté et elle, la photo pour pouvoir l'imprimer. Donc, donc on garde toujours cette technique-là. Une fois que j'ai la photographie, je viens dessiner par-dessus. Et du coup, avec cet outil-là, ça te permettait de toi customiser la forme pour la photographie ou tu gardais le côté génératif une forme apparaît et tu la contrôles pas entre guillemets? Alors, la forme apparaît, ça, je n'y touche plus. Par contre, les curseurs me servent à enlever ou rajouter la matière en fonction de la luminosité, des endroits lumineux ou sombres de la photo, pour voilà, avoir ce côté de la forme qui va venir fusionner et ne pas sembler juste posée sur l'image. Okay. En fait, avant ça, je trouvais le principe assez marrant. C'est que avant de développer cet outil, ce que je faisais, c'est que j'imprimais la forme sur la photographie, mais la manière dont la forme allait vivre avec la photo était totalement du hasard, parce qu'en fait, j'attendais que le stylo s'use, donc il ne dessine pas vraiment la forme. Et je trouvais le principe Ouais, c'est marrant. hyper bien, mais beaucoup moins maîtrisable. Donc, ce qui fait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément intéressantes et d'autres plutôt très intéressantes. Et donc voilà, pour cette deuxième partie de projet, j'ai décidé de mettre en place cet outil qui me permettait de peut-être pousser un peu plus loin et un peu plus de manière. Ouais. Et je me demandais là, par rapport à ce que tu dis, du coup, ça se base sur la photo et tu contrôles donc plus ou moins de matière. Est-ce que tu as quand même des surprises au moment de faire le plotter, de dessiner par-dessus? Est-ce que tu as quand même parfois le stylo qui s'use ou autre? Et est-ce que vous gardez le résultat ou... Voilà, je me demandais s'il y avait toujours ce côté un peu quand même organique que apporte le plotter. Tout à fait, ouais. Bah, ça, c'est le grand truc du plotter, c'est que même une fois que la forme est générée, on a toujours des surprises derrière, plus ou moins agréables. Mais oui, non, là, en général, on garde les résultats, même quand il y a le stylo voilà, qui va arrêter de tracer un moment en particulier, parce que je pense que le projet s'y prête aussi beaucoup, quoi. C'est pas gênant sur le rendu et je trouve que ça rajoute aussi quelque chose qui est assez pertinent au final. Et puis c'est pas gênant comme si c'était une forme sur feuille blanche, même si parfois ça peut être intéressant sur feuille blanche, mais là c'est qu'on a la photo derrière. Donc dans tous les cas, il y a quelque chose qui ressort sur ces erreurs de traçage. Ouais, on avait une petite question rapidement, juste par rapport à cette expérience en galerie. Toi, t'en penses quoi? T'aimes ça, être en galerie? Tu préfères le côté voilà, digital sur affichage? C'est quoi ton ressenti par rapport à ces expériences-là? Moi, je suis très attaché à la forme physique des choses, donc comme le plotter, mais voilà, de manière générale, même moi, ce que j'achète beaucoup en NFT, c'est des choses qui viennent après avec une forme physique derrière. Parce que, avec un objet physique que tu peux mettre chez toi. C'est ça, bah, comme celui que j'ai derrière moi actuellement. Oui, non, alors moi, j'aime beaucoup le travail les expositions en galerie. Après, c'est vrai que ça devient de plus en plus vrai aussi dans l'univers du NFT, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'événements où les NFT vont être affichés dans des galeries, dans des événements dédiés aux NFT. Mais voilà, moi après, c'est qu'il y a le côté aussi support physique, papier en tout cas,
Ouais, parce qu'au final, il y a beaucoup de galeries NFT, mais qui gardent l'aspect écran plutôt que de partir directement vers l'impression. Alors que là, dans la forme que tu avais prise avec cette exposition, tu avais vraiment l'impression et photo et dessin au crayon avec le robot. Et d'où le fait, voilà, par exemple pour Fairy Sales, que je voulais ce projet où la personne pouvait avoir juste le NFT, mais avait la possibilité de commander derrière un print. Et même depuis le début, quand j'ai commencé sur les NFT, je me suis créé 2 profils, dont un pour voilà, les dessins et l'autre plus pour les formes plus Comment tu numériques. as créé le profil? Enfin, j'ai 2 profils à l'époque sur Ikenung, que j'avais 2 profils qui sont restés maintenant. Enfin, j'ai un Julien Espagnon pour voilà, les NFT numériques et un autre pour les plotters. Ok. Et tu as parlé d'outils que tu avais créés pour le projet photo. Ouais. C'est quoi en général ton workflow avec le plotter? Quel outil tu utilises? Comment tu... Est-ce que tu utilises Ouais. Alors, d'autres outils aussi? ouais. Depuis pas mal d'années maintenant, je bosse avec le même outil qui est Canva Sketch, qui est un Ok. outil qui a été développé par Matt Delaurier Mhm. et qui, enfin, pendant très longtemps et encore aujourd'hui, me sert pas mal, qui est vraiment un outil clé en main où on va pouvoir exporter à partir de notre code un format SVG avec le format choisi, les marges, etc. Et depuis que je me suis mis à la couleur, je me suis fait un autre petit workflow à côté avec une librairie qui avait été faite par Lionel Radisson, Ouais. qui est SVG 5, donc qui est une librairie. Il a réadapté la librairie P5.js en une librairie qui permet d'exporter le visuel en format SVG et qui permet donc d'avoir les différents layers, les différentes couches de couleurs qui vont permettre par la suite, donc moi avec l'Axe Hydro, j'utilise Saxi, qui est une application en ligne qui va permettre de contrôler l'Axe Hydro et qui va détecter tout de suite les couches de couleurs de SVG, donc on va pouvoir les tracer une par une. Ça offre plus de contrôle pour quand tu lances le robot aussi. C'est ça. Parce qu'avant, tu utilisais Inkscape ou tu utilisais autre chose? J'utilisais Inkscape, ouais, qui était un peu plus lourd. Et en fait, il y avait aussi ce côté où depuis 1 an et demi, j'ai arrêté d'utiliser mon ordi et je me suis branché un Raspberry sur l'Axe Hydro. Et donc, j'étais pas sûr qu'on puisse faire tourner Inkscape. Et en tout cas, Saxi s'y prête très bien. Ok. Donc, ce qui fait que je passe par le Raspberry pour. J'envoie mes fichiers sur le Raspberry, je lance Saxi et puis je laisse tourner mon Axe Hydro. Ce qui me permet d'être aussi un peu plus souple, de pouvoir m'échapper quand j'en ai un peu marre du bruit, m'isoler autre part pour travailler tranquillement. Ouais, t'es pas obligé d'avoir ton ordi connecté tout le temps à ton. C'est ça. Parce que c'est vrai que c'est un vrai problème, en fait, l'export justement en SVG. C'est-à-dire que pour ceux qui n'ont jamais fait de plotter, le plotter, du coup, il va suivre les traits, puisqu'on ne contrôle pas l'épaisseur du trait, ça dépend du stylo. Si on veut un trait plus épais, on le fait repasser plusieurs fois avec un petit décalage à chaque fois pour contrôler l'épaisseur du trait. Et par exemple, là, dans tes séries, tu disais que tu avais travaillé sur les intersections. Tu vois, pour avoir des formes qui se mettent par-dessus, etc. Donc là, on ne peut pas juste dessiner par-dessus. Il faut en fait supprimer les traits qui sont en dessous, ou ne pas les dessiner simplement. Mais voilà, il y a une technique. Tu as créé tes propres outils pour faire ça, ou c'est justement les librairies dont tu parlais de Non, SVG, alors, ça, oui, donc ça, c'est quelque chose, donc ça fait maintenant, ouais, je sais pas, 5-6 ans que je travaille autour du plotter. Et c'est vrai que c'était une des plus grosses problématiques au début quand on commençait. C'était, mince, mais quand cette forme, elle passe par-dessus l'autre, sur le canevas, je ne le vois pas, mais en fait, quand on envoie à la machine, elle va dessiner tous les tracés. Donc, il faut pouvoir découper les formes et virer voilà, ce qui est caché par les formes qui seraient techniquement sur le premier plan, même s'il n'y a pas trop de notion de plan vu que c'est de la 2D, mais voilà. Et donc ça a été un long travail aussi de recherche. Moi, j'ai été beaucoup aussi bloqué par la technique, voilà, parce que le code, c'est aussi quelque chose qui n'était pas forcément ma vocation première et que je découvre voilà, au quotidien. Et donc j'ai testé pas mal de choses, de librairies, d'essayer de les comprendre, qui fonctionnaient plus ou moins bien. Et depuis maintenant 6 mois,
J'ai trouvé une librairie qui s'appelle Clipper.js, qui est une très vieille librairie, mais qui est assez puissante. Donc, il m'a fallu le temps un peu de la comprendre, de la mettre en place, de me créer mes propres petites classes pour, voilà. Je suis parti d'une librairie, j'ai pas forcément développé mes propres fonctions, mathématiques en tout cas pour gérer les intersections, mais par contre, je me suis créé mes classes ensuite pour découper mes éléments, les remplir d'un certain pattern, voilà, que je peux réutiliser maintenant sur plusieurs projets. Donc ça a été un long travail de recherche, de test de différentes librairies. Donc voilà, donc sur le workflow, en fait, je pars de Canvas Sketch ou mon petit workflow avec SVG5. Et à côté, au fur et à mesure des projets, je me crée des classes utilitaires aussi pour pouvoir travailler et les réutiliser sur les différents projets, quoi. Super. Et par rapport à ça, justement, tu disais que c'était très difficile au début, enfin, en tout cas, il y avait des vraies problématiques techniques. Tu aurais des conseils pour les débutants, ceux qui qui font justement de l'art génératif et qui souhaitent se mettre à dessiner avec un plotter, avec une Axis Draw ou un autre plotter? Ouais, le truc, donc, il y a pas mal de ressources déjà en ligne, de tutoriels, de choses à disposition. Moi, ce qui m'a pas mal aidé aussi, c'est de créer, faire énormément de projets, des ratés, d'autres d'avancer. Moi, je sais que quand j'ai appris à coder, justement, je m'étais lancé un défi de réaliser une forme par jour et j'ai fait ça pendant 1 an. On allait en parler, tu nous devances. Et voilà, et donc, c'était ce côté-là aussi qui m'a vachement apporté. Donc, j'ai pas appris tout seul, j'ai beaucoup regardé de vidéos, notamment sur YouTube avec Daniel Schiffman, The Coding Train, qui est une chaîne pour apprendre processing. Donc, j'ai commencé à apprendre le code sur processing, justement, avant de passer après en JavaScript. Voilà, je pense que le conseil, c'est de pratiquer, enfin de se créer plein de petites expériences, de soit se laisser porter par la technique, soit qu'on apprend. Moi, je sais que j'avançais pas mal comme ça. J'apprenais des choses techniquement, j'essayais de les mettre en place. Soit j'avais une idée assez précise en tête et j'essayais de voir comment est-ce que je pouvais réaliser ça. Donc voilà, je pense que le côté, mais comme pour tout, hein, que ce soit le dessin ou autre pratique plus artistique, on est sur une pratique technique, donc je pense que c'est vraiment voilà, s'essayer à plein de choses, essayer de coder, de ne pas y arriver, et puis de tenir le coup, quoi. De ne pas abandonner à la première application, tu veux dire? C'est ça. Et surtout, je pense que dans la programmation et plus au niveau de l'art génératif, c'est qu'on a vite un résultat en faisant quelque chose de très simple avec du code. Donc, je pense que c'est ce qui permet aussi de vouloir et pouvoir continuer assez facilement. Enfin, je veux dire qu'on n'est pas là en train de coder pendant 5 heures pour voir une page blanche, quoi, au final. Ouais. Parce qu'il suffit, voilà, avec 2-3 fonctions, déjà de mettre en place 2-3 formes, un peu de couleurs, et puis tout de suite, en mettant des valeurs aléatoires, déjà, on arrive à se faire surprendre par des choses relativement simples, quoi. Ouais, et je pense que en parlant conseil, ça peut être. Il y a des choses qui peuvent paraître insurmontables, mais si jamais on le divise en plusieurs petites steps et qu'on ajoute quelques briques petit à petit à l'algorithme, au final, on a un résultat qui devient de plus en plus varié et plus riche. C'est ça. Toujours intéressant. Typiquement, moi, ce truc d'intersection, ça faisait 1 an et demi, 2 ans que j'y venais, j'y passais un peu de temps, j'y arrivais pas, je passais à autre chose, j'y revenais, et puis au final, ça commence à fonctionner, quoi. Make Mais, sense. Et voilà. ce everyday, ce challenge de everyday, tu avais bien aimé, c'était cool, c'était un truc que tu feras plus jamais. C'est en tout cas quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Du coup, j'avais fait ça en 2017. Donc, j'avais commencé le 1er janvier 2017 et j'avais fini le 31 décembre 2017. Et donc, voilà, c'était sur Processing, créer une forme par jour, avec une contrainte qui était d'utiliser qu'une seule couleur. Et je ne cache pas qu'il y a eu des hauts et des bas, des moments où j'ai voulu abandonner, mais quand on commence à avoir fait 3 mois, 4 mois, où ça veut dire qu'on a fait déjà 150 formes, on se dit c'est difficile d'abandonner.
parce que je viens de faire 150 formes, mais on se rend pas compte que derrière, il en reste encore 200 à faire. Depuis, voilà, avance 5, 6, 7 mois, au bout de 7e, c'est impossible d'abandonner. Et du coup, j'y suis arrivé à bout. C'est quelque chose qui a été assez difficile, mais au final, que je regrette pas du tout. Parce que ça m'a apporté beaucoup de choses techniquement, de rencontres, c'est un projet que j'ai pu exposer aussi par la suite. Et puis, tu avais exposé il y a combien de temps? C'était en 2018, je crois, 2019. J'avais eu l'occasion de le présenter dans une galerie, donc c'était assez sympa. Et puis, je pense que un conseil aussi, je reviens sur le conseil de ceux qui veulent s'y mettre, c'est de partager aussi les expérimentations et ce qu'ils font. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Et je sais que les 365, je postais tous les jours sur Twitter la forme que j'avais réalisée. Et donc, je pense que c'est important de partager parce que ça permet aussi de faire des choses qu'on garde pas que pour soi, qui ont un peu un but. Et voilà, d'avoir un peu un soutien à certains moments, c'est cool de voir qu'il y a des gens qui s'y intéressent. Donc, c'est une source de motivation, quoi. Donc, parce que je parlais du fait de devoir pratiquer, mais c'est vrai que la motivation, il faut la trouver aussi. Donc, partager, je pense que c'est assez important, quoi. Cool. Et tu partages principalement sur Twitter et sur Instagram ou sur aussi d'autres réseaux? Ouais, non, moi, ça a toujours été Twitter. Et mon Instagram, je l'ai créé il n'y a même pas un an parce que j'avais pas de site ni rien. Et je me suis dit, ce serait cool de faire Instagram quand même parce que typiquement, tous les plotteurs, ils étaient chez moi et puis j'en faisais pas grand-chose, si ce n'est voilà, les partager un peu sur Twitter. C'était un moyen pour moi aussi de les archiver. Donc j'ai commencé à archiver voilà, les dessins que je fais depuis 1 an et demi quoi, sur Instagram. Mais c'est les 2 seules plateformes que j'utilise. Ok. Tu as des projets en cours ou tu te focuses sur Ferricel 3? C'est quoi la suite pour toi? Alors la suite pour moi, là, je voudrais me remettre à fond voilà, dans le dessin au traceur, dans le plotter, que j'ai fait une petite pause pendant quelques mois là, même si j'y revenais de temps en temps, mais de manière beaucoup moins active que ces dernières années. Mais je pense que j'avais aussi ce besoin de prendre un peu de recul, voilà, de tester d'autres choses. Je pense que le fait d'avoir fait des projets un peu plus numériques aussi m'a ouvert des nouvelles perspectives, des nouvelles envies côté plotter. Récemment, voilà, je suis revenu à des techniques que j'avais un peu essayées, mais que j'avais vite laissé tomber il y a 1 ou 2 ans, pour essayer de mettre en place un peu voilà, des choses en couleur. Donc du travail à la peinture, du pastel, voire voilà, utiliser des nouveaux outils. Et donc là, pour les prochains mois, ça va vraiment être revenir sur des projets au traceur. Donc soit des projets que j'avais commencé comme beaucoup d'autres et que j'ai laissé de côté, soit voilà, des projets que j'ai un peu en tête. Voilà, me focus un peu plus là-dessus, quoi. Parce que je me suis rendu compte aussi que c'est vraiment le support qui me plaît. Et voilà. Je me demandais, par rapport au temps que ça prend de faire ce genre de plotter, tu vois, quand ils sont en multicouleur, etc. C'est sur quelle période, quand tu essaies des nouvelles techniques avec de la peinture ou autre, c'est combien de temps environ? Pour réaliser le dessin? Voilà, c'est ça. Une fois que tu as créé l'algorithme, que tu as les tracés qui sont là, que tu as le rendu, la preview digitale, pour justement faire le rendu, enfin, le dessiner avec la matière. Là, dernièrement, depuis voilà, les photos là, qui sont un peu affichées, que ce soit au feutre, au pastel et tout ça, c'est des projets qui mettent quand même un peu de temps. On tourne autour de entre 15 et 25 heures quoi, de traceur. Et encore plus, voilà, quand il y a différentes couches de couleurs, il faut voilà, toutes les 45 minutes ou toutes les heures ou toutes les 2 heures en fonction du nombre de. Mais venir changer les stylos pour la prochaine couche, etc. quoi. Mais c'est vrai que les derniers plotters, là, j'ai récemment dépassé le jour entier de plotter.
Donc j'en ai eu un qui a duré un peu plus de 24 heures et un autre 29 heures là récemment. 29 heures, c'est ton record? Comment? 29 heures, c'est ton record? 29 heures, c'est mon record. Ok. Avec le même stylo ou avec plusieurs stylos? Non, justement, celui-là, c'était assez sympa, entre guillemets. J'ai eu la machine qui a tourné pendant 29 heures, mais c'était un travail en fait où j'avais fait un mélange de travail à la main et au plotter. En fait, j'avais fait une première couche de peinture sur mon papier que je suis venu recouvrir ensuite de pastel gras. Et ensuite, cette couche de pastel gras, j'ai utilisé un outil, un poinçon, que j'ai mis sur l'axidro pour venir en fait retirer la matière, donc le pastel. Donc, ce qui fait que j'ai pu le laisser tourner 29 heures sans me soucier d'aller vérifier toutes les heures si le stylo avait encore de l'encre ou pas. Donc voilà, c'est un projet ça que j'ai pas mal envie de développer parce qu'il y a ce côté aussi où de revenir un peu au travail à la main. Voilà, c'est un peu une pratique que j'ai eue pendant très longtemps, soit par mes études, soit même avant mes études, où je faisais pas mal de peinture, de dessin. Et j'aime bien l'idée voilà, de ne pas tout dédier à la machine et d'avoir ce côté en tout cas qui peut être assez intéressant d'avoir un travail à la main et puis ensuite à la machine, quoi. Donc ça fait partie un peu des projets que j'ai envie de développer, en tout cas d'expérimenter et voir où ça peut mener, quoi. Ok. Ouais, c'est super intéressant, je trouve, de mêler ce genre de matière à du plotter. C'est quelque chose qu'on voit peu au final, mais qui a un rendu au top. Et j'étais super intrigué quand tu postais ça sur Twitter. Et, Trop. donc voilà. Et on va arriver à la fin dans pas longtemps. Donc, si jamais il y a des questions, si jamais il y a des choses que tu veux ajouter, et puis surtout, tu as un artiste à partager ou pas avec nous? Ouais, j'avais réfléchi à deux artistes. En tout cas, je voulais en partager un plotter et un plutôt numérique. Ouais. En plotter, il y a un artiste que je suis maintenant depuis pas mal de temps qui s'appelle Antigone sur Twitter et Instagram, qui fait un travail qui me fascine assez sur des grands formats. Il me semble qu'il a développé son propre traceur, lui, et qui travaille sur des grands formats, voilà, avec donc c'est son projet, la ligature, que j'affectionne beaucoup. Donc ça fait un petit moment que je le suis, qui bosse sur ce projet-là et que je trouve voilà, assez fascinant sur le traitement. Je sais pas quel type d'outil il utilise, mais je trouve que c'est. Lui est super cool. Je suis assez c'est un fan. travail avec des super couleurs. Ça joue sur l'épaisseur des traits, sur le C'est ça. rapprochement des traits. C'est un super artiste. Ouais, je me demandais s'il n'utilisait pas une pointe en biseau. Enfin, c'est des choses que j'avais un peu regardé aussi, mais faut trouver. Enfin, mais je sais pas du tout, mais je suis vraiment très fan. C'est rigolo aussi, en termes d'aparté, que quand on ne fait pas de plotter, on a du mal à comprendre les contraintes ou pourquoi il y a un rendu qui est fait de cette manière-là. Et une fois qu'on se met à coder quelque chose pour du plotter, on se rend compte à quel point d'autres artistes ont galéré pour arriver au résultat qui n'a pas l'air complexe, mais qui est ultra compliqué à recréer à partir du plotter. C'est pas du tout les mêmes contraintes, c'est pas du tout la même logique que de faire quelque chose de purement digital et qui sera jamais imprimé par un robot derrière. Bien sûr, ouais. Mais après, bon, je pense que c'est comme pour tout, hein, on essaie, enfin, de faire un peu oublier aussi la technique. Enfin, en général, c'est vrai que les gens ne se doutent pas forcément, et puis, mais bon, ça fait partie du jeu, hein, mais c'est comme quand on est devant une peinture, on se rend pas compte. Yes. On la regarde, je pense, même nous, de manière un peu, comment dire, Et de l'extérieur, sans vraiment se poser de questions sur voilà, comment elle sans est faite. forcément se rendre compte on sait qu'il y a une charge de travail, mais on se rend, je pense, pas compte de ce que ça a pu être, quoi. Mais bon, c'est ça aussi, hein, C'est sûr, quand tu disais là 29 heures pour faire un plotter, sachant qu'il peut y avoir des problèmes de stylo qui craquent, de pinceau qui craquent, de couleurs, enfin plein de choses quoi. D'ailleurs sur le multicolore, est-ce que parfois quand tu utilises donc plusieurs stylos, il faut changer le stylo du robot, est-ce que parfois ça se décale ou tu arrives à justement toujours avoir
pas de problème là-dessus, de calage, etc. Enfin, ça, c'est des nombres de plotters ratés, ça, je les compte même plus. Notamment pour Fairy Sales, là où j'en ai eu beaucoup de ratés. Mais dans le sens où pour Fairy Sales, c'était un peu plus compliqué parce que j'essayais d'avoir des aplats de couleurs uniformes. Et là, c'était très compliqué. À partir du moment où je reprenais le Posca pour remettre un peu d'encre, c'était un peu plus foncé à partir d'un moment, c'était plus clair de l'autre, je refaisais une couche, mais c'était jamais... Enfin, voilà, il y a des choses un peu compliquées. Sur les plotters un peu plus même simples, entre guillemets, où c'est qu'un stylo, quand il faut changer de stylo, encore hier, ça m'est arrivé d'avoir un décalage qui se crée, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, c'est des petits mystères comme ça ou des inattentions, hein, ou même des choses qu'on peut moins maîtriser qui font que voilà, il y a un nombre de C'est dessins très précis ratés au aussi. final comme pratique. Comment? C'est une pratique très précise au final. Il faut vraiment faire attention Ouais. sur la manipulation du plotter, du stylo, etc. Ouais, et puis on a beau croire que c'est la machine qui dessine, on est quand même pas mal à côté justement pour éviter ce genre de choses. Et puis avant d'en réussir un, ou en tout cas de travailler sur une série, enfin, je parle pour moi, mais je pense que c'est assez vrai de manière générale. Il y a quand même beaucoup d'expérimentation, de tests avec différentes mines, différents stylos. Donc voilà, il y a un nombre de dessins quand même qui sont produits assez important, quoi. Et puis c'est du temps, quoi, parce que chaque dessin prend minimum quelques heures. Donc c'est pas je vais faire 2-3 impressions, voir si c'est bon, et puis voilà, ça demande du temps, quoi. Makes sense. Mais l'avantage quand on lance un dessin, c'est qu'on peut quand même après continuer à bosser sur son projet sur son ordi en parallèle. Donc voilà. Donc ça c'est l'avantage. On a plusieurs questions du chat. Il y a Nicopter qui demande si c'est toujours des Posca et comment tu gères la pression du plotter. Ouais, ça c'était la grosse difficulté, c'est que le plotter on peut pas gérer, enfin on peut gérer une pression mais qui est assez minime et pas assez puissante pour pouvoir appuyer sur la mine du Posca. Donc parce que le Posca c'est vraiment un stylo sur lequel il faut appuyer sur la mine pour pouvoir faire sortir la peinture. Donc c'était des pauses toutes les 3-4 minutes pour enlever le Posca, le secouer, appuyer, remettre le Posca et continuer. Donc sur des couches qui prennent 45 minutes, toutes les 4-5 minutes, mettre pause. Et t'étais vraiment à côté du plotter pendant tout le travail. Je vois tu scotches une pile au stylo, mais je crois que la pression pour le Posca doit être assez importante, quoi. Parce que même quand on le fait à la main, on sent qu'il y a quand même une pression assez forte pour pouvoir faire sortir l'encre. Et dans tous les cas, il faut le faire secouer pour faire bouger la peinture. Oui, ça m'a rendu dingue aussi. Le chat est impressionné. Et c'est pour ça, parce que je vois, il y a la question des plottables collectés physiquement. Le pourcentage a été très petit, par exemple, sur Fairy Sales. Il y en a eu 5-6 sur les 365. Mais bon, c'est pas une mauvaise chose, parce que c'est vrai que les 5-6 que j'ai eu à faire déjà, ça a été assez compliqué. Mais j'en referai là avec plaisir. Là, ça fait quelques mois, j'ai pris assez de recul pour pouvoir m'y remettre. Je sais que j'en ai 2-3 là à faire, justement. Quand tu dis que tu en as en faire, c'est-à-dire que tu as des commandes, tu as un site où on peut les acheter C'est ça, oui, j'avais mis un petit site à dispo qui est dans la description aussi du NFT pour pouvoir commander Ça, c'est pour Fairy Sale que tu parles. Ouais, pour Fairy Sale. Mais par exemple, pour tes autres plotters, il y a un site où on peut en acheter pour les autres plotters, si j'ai un site en ligne, j'ai une boutique en ligne, et sinon j'ai mon profil, j'ai un profil NFT où là je viens mettre directement en tant qu'NFT la photo du dessin, et une fois que la personne l'a collecté, je peux lui envoyer. Donc en général, je pense que quand ils achètent, c'est pour l'envoyer, pour recevoir le dessin. J'envoie le dessin en parallèle. Donc typiquement, j'ai eu là des commandes récemment, donc il va falloir que j'envoie les dessins. Mais ça, c'est le dessin est déjà fait, quoi. En pré-interview, on se demandait ça avec Flo, on se disait que la gestion des commandes, on se demandait si c'était pas trop chronophage, si c'était pas stressant parfois, si tu vois les commandes, imaginons Fairy Sale, t'en aurais vendu 50, l'enfer quoi, 50 avec
des dizaines d'heures par plotter. Bah, c'est ça. Moi, ça va encore parce que j'ai pas des commandes très fréquentes et j'ai pas mis tant de projets que ça encore en NFT. Il y a beaucoup de ma production en fait que je garde pour le moment parce que voilà, j'estime que c'est pas des choses que j'ai envie de mettre en vente directement. Mais par exemple, oui, si j'avais eu 50 projets de Fairy Sales à envoyer et à faire, ça aurait été une autre histoire. Après, financièrement, peut-être que je m'y serais retrouvé un peu aussi en comptant sur l'argent ce qui m'aurait permis de débloquer un peu de temps. Mais voilà quoi. Après, je pense que je pense que c'est un bon challenge aussi, enfin en plus de la pratique artistique, de pouvoir mettre un prix sur les réalisations, justement pour avoir assez de temps à se débloquer pour faire ça, quoi. Ah, ça me laisse juste une question que j'ai en tête, justement, comment tu gères parce qu'à côté, tu es freelance, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Comment tu gères ton temps 50-50 ou 70-30? Ouais, là, moi, je suis freelance depuis un peu plus d'un an et demi. Et là, le rythme que j'ai trouvé pour le moment, c'est de de faire des missions de freelance à fond pendant 2 mois, en gardant un tout petit peu de temps à côté pour faire quand même des projets artistiques. Et après, me laisser un mois et demi à fond sur des projets, où là, je consacre mes journées là-dessus. Donc, ce qui fait que voilà, ça ne me crée pas trop de frustration. Ça me permet de m'y retrouver un peu financièrement. Et pour le moment, ça marche comme ça. Je sais pas si je vais continuer encore très longtemps comme ça, mais on verra en fonction de. Une bonne balance, quoi. Voilà. Pour le moment, j'arrive à trouver un peu un équilibre là-dessus, et puis voilà, quoi. Mais depuis 2 ans, c'est un peu plus simple aussi que quand j'étais en agence où c'était le soir qui était dédié à faire ça. Donc parfois un peu dans la précipitation parce que j'avais vraiment des idées toute la journée, il fallait que je les mette en place. Donc là, voilà, trouver un équilibre un peu plus satisfaisant, quoi. Trop bien, puis en plus, tes séries, elles sont magnifiques. Ouais. C'est gentil. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour discuter avec nous, Julien. Merci à vous, c'était très chouette. Si jamais il n'y a pas d'autres questions, on va te souhaiter une bonne fin de journée et à tous ceux qui nous ont écoutés aussi. Ouais, merci à tous d'avoir assisté. Du coup, j'ai pas regardé le chat spécialement, mais je vois pas mal de monde, c'est cool. Merci à tous. Et puis, le podcast sera disponible sur TechArt. Yes. Et on annoncera très bientôt le prochain invité. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut.